Culture Nutrition. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Culture Nutrition où j'ai le plaisir d'accueillir Vincent Usache. Bonjour Vincent. Bonjour. Donc Vincent qui est le CEO de Microfit. Donc Microfit, vous allez le découvrir, c'est une entreprise qui est spécialisée dans les microalgues, qui est un secteur passionnant, qui est évidemment très très innovant dans le secteur de la nutraceutique, mais aussi d'autres secteurs, puisque Vincent va nous l'expliquer, mais l'entreprise développe des solutions pour d'autres secteurs que la nutrition. On va découvrir tout cela avec lui. Donc merci Vincent d'avoir accepté notre invitation, bienvenue dans le podcast. Mais merci à toi, merci Grégory. Et déjà pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer ce que fait Microfit ? Oui, bien sûr. Donc Microfit, c'est une société qui développe, qui produit et qui met sur le marché donc des ingrédients naturels qui sont issus de microalgues. Donc c'est des ingrédients que l'on commercialise auprès de laboratoires de compléments alimentaires et de marques cosmétiques au niveau international. Donc selon évidemment les exigences réglementaires, on y reviendra, mais ça dépend donc des zones géographiques. Mais voilà, notre métier, c'est de fournir des ingrédients en B2B au laboratoire de compléments alimentaires, aujourd'hui principalement, même exclusivement sur les États-Unis. Et ce sont des solutions qu'on développe de A à Z et qu'on produit sur notre site à côté de Montpellier, où aujourd'hui on est une soixantaine de personnes. Ouais, donc déjà une équipe bien structurée, parce que l'entreprise, elle existe depuis quasiment une décennie, c'est bien ça ? Ouais, on reste une start-up, c'est-à-dire qu'on est toujours une société qui est en développement. On est au début de notre histoire commerciale, on va dire, mais on a pour autant une historique assez riche. La société, elle a été créée en réalité en 2007, donc ça fait 15 ans. Et elle a eu plusieurs phases dans sa vie. Je pense qu'on y reviendra, avec une première phase qui était très axée sur la technologie de production qu'on a mise au point et qui est très originale et assez disruptive. Une deuxième phase qui a plutôt été un peu le changement de modèle, qui a permis de devenir une société d'ingrédients à partir de cette technologie de production. Et une troisième phase qui est plutôt la phase d'accélération qu'on a connue là depuis quelques années, suite notamment à de grosses levées de fonds et de partenariats qui ont été annoncés voilà, dans les derniers Et donc mois. toi, tu as rejoint l'aventure Microfit à quel moment ? En 2013, c'était donc déjà, la société existait déjà, évidemment. Je suis pas fondateur. J'ai rejoint l'équipe de fondateurs. En fait, je suis complètement tombé amoureux de la technologie et de son potentiel. Et l'équipe en place était super, super enthousiaste, etc. Donc, je me suis associé à eux. Donc, en 2013, il y avait 6 personnes à l'époque. Et donc, moi, j'étais le 7e employé. Et il y avait 2 fondateurs. Un vrai fondateur scientifique qui, lui, avait fait toute sa carrière à l'Ifremer. Donc, c'est quelqu'un qui connaissait très bien la partie biotechnologie, la partie vraiment microalgues au sens biologique du terme et comment on peut les produire. Donc, c'est le scientifique, le découvreur. C'est le fondateur, je dirais, initial et on paper, quoi, administratif. Et puis assez vite, il a été rejoint par une personne qui lui venait des bioprocédés de l'industrie, notamment de Sanofi, qui s'appelle Michel Lemar. Donc le fondateur scientifique, je ne l'ai pas cité, c'est Arnaud Muller-Feugat, qui vient lui de l'Ifremer. Et Michel Lemar, qui vient lui de Sanofi, qui venait de Sanofi, qui avait fait toute sa carrière dans l'industrialisation des bioprocédés. Et donc les deux s'associant ont vraiment apporté les 2 briques qui sont aujourd'hui essentielles à notre développement, c'est-à-dire le caractère innovant, assez disruptif de qu'est-ce qu'on peut amener sur la partie euh, nouveauté pour les solutions dans la nutrition et la cosmétique. Et puis le côté quand même aussi industriel, c'est-à-dire qu'on a toujours voulu être capable de fournir en quantité des produits de façon aussi durable. Ce qui, à l'époque, en tout cas, manquait un peu dans le domaine des microalgues. Voilà, il y avait beaucoup de promesses dans les microalgues et assez peu de réalisations concrètes. Et donc, l'association d'Arnaud et Michel a permis vraiment de faire fructifier ça. Et moi, j'ai juste ajouté une petite touche marketing, on va dire, de positionnement des produits et de choisir un peu nos cibles, puisque, en fait, c'est la beauté des microalgues, c'est une richesse incroyable. Et donc, il faut qu'on soit capable un peu d'être
segmenté, précis, focus, ce qui n'est pas toujours le rôle sympa, mais qui est nécessaire de faire quand on est une start-up et qu'on n'a pas d'argent, quoi, et qu'il faut choisir nos Mmh. combats, comme on dit. Alors si on revient sur toi, ton parcours, tu as rejoint Microfit en 2013, mais avant, tu étais déjà dans l'univers de la biologie marine? Oui, alors moi, enfin, c'est marrant, parce que moi j'ai commencé mon stage en biologie marine. J'ai travaillé mon premier stage de biologie marine, c'était dans les microalgues. Et j'ai quitté c'était avec l'Institut biologique, la station marine de Bagnoul-sur-Mer, où on avait travaillé un peu en biologie moléculaire sur différents aspects autour des microalgues. Et c'était un premier contact. Et puis après, j'ai quitté ça parce que malheureusement, à l'époque, moi, j'étais passionné de recherche. Je suis toujours passionné de recherche, mais les portes étaient un peu bouchées. En tout cas, on nous disait ça quand on était étudiant à l'époque. La recherche, faut pas y aller, c'est trop compliqué. Il n'y a pas de thèse, il n'y a pas tout ça. Donc, moi, j'ai rejoint l'industrie assez vite, en fait, après mes études. J'ai fait de la biologie marine et après j'ai fait également une école d'agronomie qui a été assez intéressante parce que ça a un peu ouvert un peu les chakras, on va dire, le champ des possibles. Et donc après, j'ai rejoint l'industrie et le domaine des ingrédients, d'autres sources d'ingrédients, notamment des bactéries et des levures, puisque j'étais chez une société qui s'appelle Oui, l'Allemand, sur les probiotiques, qui est basé à Toulouse en qui France? Mmh. ouais, c'est ça, dans le siège français est à Toulouse, société canadienne basée à Montréal. Et donc là, j'ai une chance extraordinaire. Je me rendais pas forcément compte à l'époque, mais c'était une société qui était déjà établie, évidemment, avec une histoire énorme et importante, riche, mais qui avait gardé un côté entrepreneurial, notamment dans le côté de développement des spécialités, qui était géré par Toulouse. Et donc, moi, je suis rentré dans cette équipe-là en 2003 et je suis resté quasiment 10 ans. Et donc, ça a été enfin, très, très, très formateur par la capacité à innover, justement, à être, euh, à être très solide sur le plan industriel, et puis aussi porter l'innovation au niveau international. Donc ça, c'est trois éléments qui m'ont formé et que j'essaie aujourd'hui modestement d'apporter chez Et en Microfit, même quoi. temps, c'est hyper cohérent parce que qui dit probiotique dit micro-organismes, plus biologie marine égale microalgues. C'est ça, finalement, ouais. J'avais pas vu ça comme ça, mais c'est vrai que ça fait une bonne synthèse, ouais. Ouais, ouais. J'essaie d'être cohérent. Non, J'essaie d'être c'est cohérent. bien. Et alors, du coup, tu intègres en 2013 Microfit en tant que directeur des ventes et marketing. Et dès 2014, si mes informations sont bonnes, tu es CEO. C'est une promotion éclair. Ouais, voilà, alors en fait, c'est vrai, mais c'est tout à fait exact. C'est un peu, moi, j'avais pas forcément prévu d'être CEO, hein, honnêtement. C'était pas forcément le projet, mais ce qu'on a fait, c'est qu'au tout début de mon aventure chez Microfit, il a fallu lever de l'argent. Et c'est vrai que moi, je sortais d'un MBA à l'époque et j'avais fait ce qu'on fait en MBA, j'avais fait des business plans, j'avais présenté des pitchs, etc. Et donc, je m'étais mis un peu dans la position de lever de l'argent avec l'équipe Microfit. Et pour le coup, c'était aussi un peu, ça me permettait aussi d'ailleurs de créer un peu mon job, puisque à l'époque, n'ayant pas d'argent, j'étais au début pas payé par la société. Mais donc voilà, donc on a fait une levée de fonds et comme Arnaud et Michel, les deux fondateurs, eux-mêmes avaient en fait pris leur retraite de leur activité respective pour créer Microfit. Donc c'était deux personnes qui étaient plus de 60 ans, qui avaient fait toute leur carrière, etc. Les nouveaux investisseurs, quand ils sont arrivés dans Microfit, ont dit bah ça c'est super le patrimoine, mais ça serait bien de pouvoir avoir un peu une vitrine plus jeune, quoi, avec moins de cheveux blancs. Et Plus start-up. donc c'est comme ça. Voilà, plus start-up, etc. Donc c'est un peu En fait, on s'est organisé à trois pendant plusieurs années. C'est moi qui ai pris le rôle de CEO, mais en vrai, chacun a gardé ses prérogatives. Et moi, je suis devenu après, évidemment, après avec les années. Et Arnaud et Michel ayant pris leur vraie retraite après, on a continué comme ça, quoi. D'accord. Voilà. Mais en tout cas, quand tu es arrivé, ça t'a permis d'être ambassadeur et d'aller faire Ça. les roadshows pour lever des fonds. Voilà, exactement. Alors, Exactement. si on parle côté finance, il y a eu plusieurs levées de fonds. Ça fait partie des boîtes dans le secteur qui ont levé pas mal d'argent et la dernière en date, c'est une opération qui a été, entre autres, suivie par L'Oréal via son fonds de capital risque qui s'appelle Bold, C'est ça. avec une levée de fonds de 15 millions d'euros au total.
Donc, Ouais. est-ce que tu peux nous en dire plus? Voilà, c'est des montants qui sont très, très beaux pour le secteur nutraceutique. Donc on sent qu'il y a de l'ambition dans le projet, qu'il y a aussi beaucoup d'investissement dans la R&D, dans Ouais. la production. Donc voilà, comment se sont déroulées ces levées de fonds et à quoi l'argent sert-il? Effectivement, alors c'est vrai qu'on est une activité ambitieuse avec donc des besoins en capitaux importants. On a eu trois levées de fonds, hein. Donc la première que je citais, qui était une levée de fonds d'amorçage quand je suis arrivé, qui a été conclue fin 2013, début 2014, de 2 millions d'euros avec des fonds d'amorçage. Donc ça nous a permis justement de changer le modèle un petit peu qui était très axé techno, R&D, vers un modèle un peu de développement d'ingrédients, et une société que moi je connaissais par ailleurs, donc de par mon expérience, comment on développe nos propres ingrédients propriétaires à partir d'une techno qui est juste incroyable. Donc il y a toutes les phases réglementaires, les phases de développement pré-industriel, etc. Donc ça, on a levé 2 millions pour permettre de faire ça. En 2018, on a pu déposer nos premiers dossiers réglementaires. D'ailleurs, on va y revenir parce que C'est un vrai on vient enjeu. d'avoir le retour de l'Europe. Ouais, on vient d'avoir le retour de l'Europe là justement sur un Ah dernier, super. sur notre premier, ouais, qui est pas bon. Donc OK, autant le dire tout bon, de on suite. va en parler. Mais on va en parler, ouais. Mais pour autant, ça a été quand même un élément très fort pour nous parce que c'était un jalon. On avait réussi enfin à développer nos dossiers réglementaires, déposés à l'Europe et aux États-Unis. Et donc, avec un retour des États-Unis très rapide. En 2019, on a un retour de la FDA qui nous donne un statut réglementaire qui s'appelle New Dietary Ingredient, donc pour notre premier ingrédient. Et donc, on est capable à ce moment-là de pouvoir commercialiser nos produits, quoi. Et aux États-Unis, dans les compléments alimentaires. Et donc ça, c'est un jalon qui nous a permis de faire une deuxième levée de fonds, beaucoup plus importante, là, de 28 millions et demi d'euros, en juin 2019, qui était l'idée par le fonds Sofinova Partners et le fonds SPI de BPI Oui, France. Et là, en fait, le fonds, enfin, je pense que vous connaissez Sofinova, c'est un qui est fonds très santé très très biotech. fort dans la santé biotech et qui est très voilà, axé sur l'innovation, le développement national, très ambitieux, super successful aussi la biotech, drug discovery dans les années 90, 2000, etc. et encore maintenant. Mais là qui depuis quelques années se sont intéressés à la biotechnologie industrielle et donc notamment tout ce qui va dans la transition vers le naturel, le durable, sur les produits un peu de grande consommation, y compris la nutrition. Donc ça les a beaucoup intéressés à ce que faisait Microfit en termes de pipeline d'ingrédients. Et le deuxième fonds hyper important pour nous, c'est le fonds d'industrialisation Mmh. SPI, Société de projet industriel, qui est porté par BPI France, puisque nous, dans notre ambition, il y avait beaucoup d'investissements, il y a beaucoup de capex, il y a beaucoup il y a du hardware, il y a du matériel, Des et usines donc quoi, enfin voilà, ou une il y usine, a des ouais. usines, voilà, il y a du dur, quoi, il y a du réel, voilà. Et donc on a avec ces deux fonds-là, et également d'autres, hein, plusieurs investisseurs associés, levé 28 millions et demi qui nous ont permis d'accélérer vraiment sur nos trois piliers stratégiques qui sont l'innovation, l'industrialisation et la mise sur le marché direct de nos ingrédients. Donc là, des investissements sur la recherche de nouvelles souches, trouver de nouvelles opportunités, du CAPEX pour produire mieux, à moindre coût et de manière durable, et des études cliniques et réglementaires pour porter nos ingrédients sur le marché, puisque nos clients ont besoin évidemment d'ingrédients qui sont sûrs, qui sont efficaces et qui sont produits de façon durable. Et donc ça fait vraiment partie de nos trois axes stratégiques, et c'est l'utilisation de ces fonds, en gros, je dirais presque un tiers par rapport à la levée de fonds donc, de juin 2019. Et donc, pour revenir à celle de 2022, là, novembre 2022, on est rentré dans une phase vraiment où il fallait accélérer la partie industrialisation puisqu'on avait des besoins de production importants, et notamment pour le marché des US, et donc réaliser notre usine le plus vite possible. Donc on a eu des aides, hein, on a eu beaucoup aidé on a gagné des concours européens et nationaux, hein, différents, on pourra y revenir, mais également c'était associé à ça, était associé une levée de fonds avec donc de 15 millions d'euros, qui a permis donc à L'Oréal de rentrer au capital de la société de façon minoritaire, et pour pouvoir du coup nous aider à financer notre usine, la terminer, et ensuite pour eux de pouvoir également travailler de manière partenariale sur des nouvelles solutions
pour la cosmétique qu'on n'avait pas, nous, envisagé à court terme dans notre feuille de route, je dirais, tout seul à l'échelle Microfit, quoi. Donc c'est un vrai... en plus du volet investissement, il y a un vrai partenariat de R&D, de développement Qui associé à vient ça. renforcer l'axe cosmétique que vous aviez déjà entamé auparavant. C'est ça. D'accord. Sur des thématiques un peu différentes de ce qu'on faisait, puisque, pour dire deux mots sur la cosmétique, Microfit, c'est une société qui a des ingrédients propriétaires, qu'on dit des ingrédients actifs, donc qui sont des ingrédients qui rentrent dans des formules cosmétiques à quelques pourcents, entre 0,5 et 2%, on va dire, de manière générale. Donc c'est des petits volumes, mais c'est là où on porte la valeur de la formule, l'activité biologique, éventuellement l'image et tout ce qu'on peut y associer. Et puis à côté de ça, il y a tout un champ d'ingrédients fonctionnels qui, eux, sont beaucoup plus présents en masse, qui vont texturiser, qui vont rendre les propriétés de la formule. Ça, qui sont souvent pétrosourcés aujourd'hui encore, ou issus d'huile végétale. Et L'Oréal a un programme qui s'appelle L'Oréal for the Future, qui vise à avoir en 2030 95% de leurs ingrédients qui sont issus de sources durables. Et donc, ils pensent, et on pense également avec eux, que les microalgues vont contribuer à cet enjeu-là sur justement le volet plutôt fonctionnel. D'accord. Pour remplacer des ingrédients qu'ils utiliseraient déjà dans leurs produits, mais qui Ils sont utilisent d'origine plus déjà, voilà, chimique, plutôt chimiques ou alors de sources naturelles, mais qui sont aujourd'hui moins durables. peu maîtrisées, peu durables, voilà, et sur lesquelles il y a des enjeux de Ah, maîtrise. très bien. Et si on revient sur les microalgues, hein, qui est le cœur de votre sujet et qui est une thématique qui a pas mal le vent en poupe, chez Microfit, vous avez une douzaine de souches qui font l'objet d'une valorisation pour des ingrédients actifs, comme tu l'évoquais, en cosmétique et en nutraceutique. Mais vous en cultivez plus, vous en cultivez une quarantaine de souches. Donc, Ouais. pourquoi en avoir choisi 40 à cultiver et pourquoi et comment vous avez sélectionné seulement une douzaine pour des débouchés véritablement en tant qu'ingrédient? Ouais, alors en fait, c'est un espèce de funnel, donc comment je sais pas comment dire en français, mais Ah, étape par étape, mmh, on va aller du champ des possibles vers des ingrédients qui ont un intérêt biologique pour nos clients en fait. Et donc, on a un terrain de jeu chez les microalgues, comme je l'ai dit, qui est infini et incroyable, parce que bah, sont des végétaux, hein, sont des végétaux unicellulaires. Les microalgues, c'est 2% de la biomasse sur Terre, et pour autant, ça contribue à entre 30 et 40% à la consommation de CO2 de l'atmosphère, et ça contribue aussi à 30 à 40% à l'émission d'oxygène dans l'air qu'on respire dans l'atmosphère. Donc c'est eux qui sont c'est elles plutôt qui sont à l'origine de l'oxygène dans l'air que l'on respire dans les premiers milliards d'années de la vie sur Terre. Et donc, potentiel incroyable, extrêmement diversifié, avec une chance, c'est qu'on peut les cultiver lorsqu'elles sont bien maîtrisées. Donc, ça veut dire qu'on peut monter en échelle et faire des produits qui sont relativement fiables et répétables, contrairement à des choses qu'on pourrait cultiver récolter dans la nature. Donc nous, on les cultive. Donc on va travailler sur un terrain de jeu incroyable. On travaille avec des souchothèques qui vont nous fournir des nouvelles souches. On a des collaborations internationales c'est ce là-dessus. qu'on appelle une Et puis souchothèque, du coup, ensuite, c'est une bibliothèque de souches dans des laboratoires de ouais, recherche publics? c'est OK. ça, exactement. Dont le métier, c'est de conserver la biodiversité au niveau international, de la caractériser, de la comprendre, d'échanger les ressources aussi entre eux pour avoir une sécurisation. Et donc ce patrimoine de la biosphère, en fait, hein, c'est même pas, c'est au-delà du patrimoine de l'humanité, c'est un patrimoine de la biosphère, est disponible pour des besoins de recherche et de commercialisation ultérieure si on se met d'accord avec les souchothèques, et, et avec les différentes instances gouvernementales. Et ça, généralement, ça se passe très bien, on le fait assez bien. Et donc, on a accès à un très grand nombre de souches. Aujourd'hui, en collection, il y a de l'ordre de 20 000 à 30 000 espèces. Et nous, on travaille aujourd'hui au laboratoire jusqu'à des volumes qui sont de quelques dizaines de litres sur une cinquantaine d'espèces. Et ça, c'est pour amorcer notre pipeline, en fait. C'est pour amorcer des candidats ingrédients futurs. Et une fois qu'on a criblé ces candidats, on va les industrialiser. Et aujourd'hui, on a industrialisé, donc là, 12, c'était il y a quelques années. Aujourd'hui, on a industrialisé une quinzaine d'espèces de microalgues, voulant dire à plusieurs milliers de litres de production individuelle, et avec une capacité derrière à extraire
vraiment les actifs issus de ces microalgues sur notre site aussi à côté de Montpellier. Donc, en gros, c'est 20 000 souches, une cinquantaine au labo, une quinzaine en production industrielle. Alors, pas tout en même temps, on fonctionne en campagne. En général, on est sur 3-4 espèces en parallèle, mais sur l'année, on va tourner sur une quinzaine. Et voilà. Et après, au fur et à mesure des développements réglementaires et cliniques, on met nos ingrédients sur le marché à un rythme de 1 à 2 sur la nutrition et 2 à 3 sur la cosmétique, sachant que en nutrition, on va y revenir, il y a des gros enjeux réglementaires pour nous, puisqu'on est sur des thématiques de novel food, hein, puisqu'on est sur des choses vraiment disruptives en termes d'application. Et alors, est-ce que tu peux nous citer par exemple quelques souches qui sont stars chez vous, qui sont déjà commercialisées et qui sont un peu vos spécialités? Ouais, aujourd'hui, les deux principales commercialisées, c'est une diatomée qui s'appelle Phaeodactylum tricornutum, qui est une espèce dont on extrait certains principes actifs, certains pigments, notamment la fucoxanthine et des oméga-3 associés, qui ont différentes vertus. On a plusieurs études cliniques qui ont démontré l'efficacité sur la prévention du déclin cognitif lié à l'âge, également sur le métabolisme, ce qu'on appelle le healthy weight management en bon français, donc plutôt toutes les thématiques autour de la gestion du poids, mais pas dans une logique de perte de poids pure et dure. C'est vraiment plutôt pour accompagner la reprise d'activité sportive, maintenir les paramètres de bonne santé lorsqu'on est dans un contexte de régime, etc. Donc ça, c'est une dernière étude d'ailleurs qu'on va présenter à Supply Side West, qui est un gros salon Dans le mois quelques semaines là, à prochain. Las Vegas? Ouais, à Las Vegas, exactement. Donc ça, c'est une des espèces. La deuxième espèce est plutôt axée cosmétique. C'est un peu une star aussi qui s'appelle Porphyridium cruentum, microalgue Oui. rouge, qui aujourd'hui se retrouve notamment en Espagne, chez le leader des produits solaires. Ça fait partie de leur blockbuster, donc on en produit plusieurs tonnes Ça par sert an. de Et filtre de coup dans un produit solaire? non, c'est plutôt pour accompagner. Hein. C'est pas un filtre parce que les filtres ont vraiment des régulations très très particulières. Donc c'est plutôt accompagner. Ils ont leur filtre dans les formules pour maintenir le statut SPF. Mais nous, on a plutôt un accompagnement donc, pour prévenir les effets indésirables des UV notamment. D'accord. Et on a évoqué, à plusieurs reprises la barrière réglementaire. Donc en effet, il y a un certain nombre de ces souches, qui ne sont pas autorisées ou qui sont en cours d'autorisation en usage alimentaire, hein, notamment pour tout ce qui est Ouais. nutraceutique. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Je sais que vous êtes, assez proactif sur le sujet puisque vous montez des dossiers pour obtenir l'autorisation de commercialiser ces ingrédients-là, en alimentation humaine. Voilà, où est-ce que vous en êtes? Quels ont été les succès et les échecs sur ce volet réglementaire? Ouais, effectivement, donc ça, c'est un sujet très, très stratégique pour nous, et je pense et j'espère, enfin, en tout cas, c'est ce qu'on veut faire. Sur la durée, ça sera un vrai avantage compétitif, même si aujourd'hui, on n'est pas encore capable de le démontrer totalement, parce que les contraintes réglementaires sont très lourdes, en particulier en Europe. Et c'est normal, on est tous consommateurs, donc on souhaite vraiment que les produits qui rentrent sur le marché, en particulier les nouveaux produits, soient sécurisés au maximum par les opérateurs industriels. Donc là-dessus, je pense on est tous alignés. Ce qui est un peu difficile aujourd'hui, c'est un peu les différences de traitement par zone, puisque pour un même dossier réglementaire avec les mêmes exigences de sécurité, euh, on va dire, une approche très différente entre les États-Unis, par exemple, et l'Europe, où les États-Unis vont avoir une approche beaucoup plus axée sur la gestion du risque et vont être sur une méthode d'autorisation qui est plutôt une méthode d'ailleurs de reconnaissance d'un statut où ils sont d'accord avec les conclusions des experts toxicologues lorsqu'on présente un dossier. Donc en gros, l'objectif, c'est de montrer que, un, le produit est complètement caractérisé, deuxièmement, qu'il est sûr dans les conditions d'utilisation, et troisièmement, que derrière, évidemment, là on rejoint, ça dépend des zones géographiques, s'il a une efficacité ou pas. Mais sur les deux premiers volets, la caractérisation et la sécurité, qu'on soit en Europe ou qu'on soit aux États-Unis, on est sur les mêmes sujets, les mêmes enjeux. Et là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le même dossier, notre premier dossier pour cette espèce que je citais tout à l'heure, Phaeodactylum, un extrait de Phaeodactylum,
on vient de recevoir l'avis de l'EFSA, donc après quasiment 5 ans d'études de leur part, avec des allers-retours, des questions, etc., qui est un avis négatif dans le sens où ils concluent qu'ils n'ont pas suffisamment d'informations pour donner leur avis sur la sécurité. Et en particulier, ils ont retenu, de notre point de vue en tout cas, euh, des, des, euh, des des informations, des datas que Microfit a fournies il y a plusieurs années, à l'époque où on n'avait pas encore le niveau de maîtrise industrielle qu'on a aujourd'hui. Et donc, ils considèrent malgré tout qu'on n'a pas suffisamment montré de progrès, évidemment, on est en désaccord avec ça aujourd'hui, quand on voit la qualité de ce que l'on est capable de faire, mais pour autant, ils sont un peu restés sur cette impression-là, et ça, c'est un peu dommage, je trouve, parce que le process a duré tellement longtemps, ils ont finalement peu tenu compte de l'évolution de ce qu'on avait fait. Et donc, c'est pas grave, on va refaire, on a appris de ça. Maintenant, on sait on a besoin de standardiser plus et d'être surtout beaucoup plus régulier, répétable dans ce qu'on est capable de faire, ce qui était peut-être moins le cas lorsqu'on a fait nos premiers dossiers réglementaires, ils datent de 2017. Et évidemment, dans des conditions où on n'avait pas du tout la même structure, la même usine, etc. Et donc, voilà, avec le recul, on se dit, on aurait dû faire différemment, mais en même temps, comme j'ai dit à l'équipe quand on a eu la mauvaise nouvelle, si on avait fait différemment, on serait peut-être pas là pour en parler. Donc, c'est la vie, faut faire avec et il faut surtout apprendre de ça. Et donc maintenant, les nouveaux ingrédients qu'on est en train de développer, en termes de spécification, en termes de répétabilité, ça n'a strictement plus rien à voir. Et donc, on est quand même super confiant que le process va être facilité. Mais on a, pour le coup, sur ce premier ingrédient, bah, on va le refaire, on va le reprendre et on va le reproposer à l'Europe parce que bah, ça reste pour nous un marché quand même important sur lequel on veut aller. Et aujourd'hui, on voit surtout que ça se passe super bien aux États-Unis. Les lancements avec les clients marchent du tonnerre. On a fait nos premiers lancements avec une marque américaine, c'était leur meilleur lancement de leur histoire. Donc c'est vraiment ça, c'est vraiment Tu peux super. citer la marque? Et C'est une marque de compléments alimentaires qui embarque ouais, plein de ouais, ingrédients? c'est une marque qui s'appelle Gundry MD, donc c'est Dr Gundry qui est un peu un gourou de la nutrition aux États-Unis et qui avait fait son lancement donc il y a maintenant un peu plus de 18 mois, après ça va faire 2 ans. Voilà, ça fait 18 mois et donc voilà, ça se développe très bien avec eux et là on a plusieurs autres clients qui ont converti, qui lancent des projets. Donc on a ce premier produit qui est BrainFit sur la prévention du déclin cognitif. On a une autre étude clinique sur le segment des gamers. Donc là c'est un produit qui s'appelle GameFit qui a été testé cliniquement avec l'Université du Qui est Texas. toujours issu de la même souche? Mmh. Ouais, exactement, ouais, c'est la même souche, mais c'est associé avec un petit extrait botanique, puisque dans le volet sur le gaming ou la performance cognitive, on voulait booster un petit peu le côté, on va dire, prévention long terme et efficacité plutôt sur le moyen long terme du produit, avec un boost un peu de guarana. Donc c'est de la caféine, hein, c'est de la caféine naturelle à 40 milligrammes, donc c'est en gros l'équivalent une tasse de café un peu serrée, quoi. Donc c'est pas beaucoup de caféine par rapport à ce que consomment euh, une- les jeunes professionnels ou les e-gamers ou voilà ce genre de population. Mais ça donne un petit effet différentiel et donc l'étude clinique a été très positive. Elle est publiée hein, depuis mars, je crois, dernier. Et là, on vient d'obtenir les résultats des nouvelles études cliniques qui étaient spécifiquement sur BrainFit et sur un autre produit qui s'appelle FireOptim, toujours issu de la même souche, qui lui est sur ce que je disais tout à l'heure, le Healthy Weight Management. Donc voilà, qui viennent conforter en fait sur cette composition extraite de Phaeodactylum des effets cliniques très nets. Et très intéressants pour le marché dans des études qui sont faites en double contrôle, enfin double aveugle, pardon, contre placebo. Et inversement, est-ce qu'il y a des dossiers réglementaires sur lesquels vous avez eu des avis positifs ces dernières années? Alors oui, on en a eu donc on a eu 2 New Dietary Ingredients par la Mmh. FDA, donc des statuts qui disent en fait on est d'accord avec vos conclusions de sécurité sur l'utilisation de ce produit. Donc on en a un sur le Phaeodactylum évidemment qu'on commercialise depuis
depuis déjà quelques mois maintenant aux États-Unis. Et puis le deuxième, on vient de l'avoir cet été là sur notre extrait Phycoactive pour la nutrition sportive. Là, c'est une autre microalgue différente. Donc voilà, on continue ce rythme-là d'innovation et on va continuer nos dossiers réglementaires parce que comme je le disais, c'est évidemment pour nous le la raison d'être, quoi. Il faut qu'on soit capable d'être autorisé à commercialiser, sinon notre métier n'a pas trop de sens. Donc on a besoin de gagner ces enjeux réglementaires. C'est pour ça qu'on a investi beaucoup aussi sur ce sujet-là et on va continuer à le faire. Le Phycoactive, c'est un extrait de spiruline ou non, 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 c'est un extrait de Porphyridium, donc une microalgue si. rouge. Et puis là, actuellement, on a d'autres extraits d'espèces, donc on peut pas dévoiler pour des raisons de propriété intellectuelle, mais on est en train de déposer des dossiers réglementaires également, de les constituer, de les déposer sur d'autres espèces. Donc voilà, comme je disais, sur la nutrition, on travaille en parallèle sur un à deux nouveaux ingrédients par an. On a pour objectif de faire au moins un lancement par an de nouveaux ingrédients. Donc ça, c'est l'enjeu. Et en cosmétique, les enjeux réglementaires sont très différents, mais pour autant, il y a quand même des étapes aussi de ce Mmh. niveau-là. Et donc on se rend compte qu'en fait que c'est un champ d'exploration qui est encore, quasiment infini, hein, cet univers des microalgues. Tu parlais de 20 000 souches, connues aujourd'hui dans le monde. Il y en a combien qui sont autorisées, en alimentation humaine? Aujourd'hui, en Europe, il doit y en avoir, je dirais, moins d'une dizaine, peut-être Ouais, voilà, c'est 5. ça, Et les hein. plus Ça se compte sur les connus, doigts d'une ou deux mains, quoi. ouais, les plus connus, c'est vraiment c'est la chlorelle, la spiruline, il y a l'astaxanthine, hein. Ça, c'est Mmh. vraiment des super La produits en clamate, elle plus, est hein. Donc, autorisée aussi en Europe? la clamate, je sais pas trop. J'avoue que j'ai un petit doute là. Je sais qu'elle est utilisée. Est-ce qu'elle est strictement autorisée? Il y a des fois quelques petites zones grises, mais je saurais pas répondre en vrai. Mais pour les autoriser vraiment, la spiruline, la chlorelle, l'astaxanthine, il y a aussi des huiles des huiles de microalgues produites par fermentation, riches en oméga 3 qui sont super Mmh. intéressants. Donc là, vraiment, c'est des produits. Je pense que là, on a des confrères, des concurrents qui sont spécialisés sur ces espèces-là, qui font ça super bien. Et c'est pas facile, mais ils y arrivent, ils y arrivent. Mais eux sont généralement positionnés sur une ou deux espèces, une ou deux thématiques, et donc ils poussent ça, et tant mieux. Et nous, on ouvre plutôt le champ des possibles, quoi. Nous, on est plutôt sur la diversification. On va plutôt amener des nouvelles solutions qui sont peu connues, pas du tout connues, et on va essayer de se différencier avec une stratégie d'études cliniques et de marketing associée pour créer des environnements de marque très particuliers. Ça, c'est une spécialité de Microfit. Et puis la deuxième spécialité, c'est on a une plateforme de production aujourd'hui qui est unique au Ah oui, alors monde. justement, je voulais t'interroger sur la dimension industrielle, parce que c'est vrai que c'est un peu obscur quand on connaît pas, cet univers. On dit cultiver une microalgue, mais c'est quoi? C'est des champs, enfin je caricature volontairement, je sais que c'est pas ça, Ouais. mais ou alors au contraire, est-ce que c'est des grosses marmites, dans lesquelles on fait une espèce de tambouille? Alors est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, sans révéler de secrets industriels bien sûr, mais Non, non, c'est pas. Alors déjà, je vous encourage à aller voir sur notre site microfit.eu parce qu'il y a normalement, il y a des belles vidéos, il y a des belles images, et c'est vrai qu'on a la chance d'avoir une techno qui est super visuelle. Généralement, d'ailleurs, les gens qui viennent nous visiter sont assez séduits par le caractère qui est assez particulier, c'est-à-dire qu'on est des horticulteurs, parce que les microalgues, c'est du végétal, donc on doit produire de manière contrôlée un très grand nombre d'espèces. Et on est aussi des microbiologistes, parce que ça reste des micro-organismes, et donc il y a des conditions de production où il faut apporter beaucoup de soins à l'hygiène, au contrôle, pour être sûr que ce que l'on produit, c'est bien unialgal, et on est sur des thématiques avec de la qualité très, très poussée, quoi. Donc la technologie en tant que telle, c'est un photobioréacteur. Un réacteur, c'est-à-dire c'est un environnement clos, bio, il y a des matériels biologiques dedans. Nous, en l'occurrence, c'est des une microalgues. photo, il y a de la Et lumière. photo, on utilise la Mmh. lumière, exactement. Et ça, c'est un point important parce que la lumière, c'est ce qui permet de déclencher la réaction de photosynthèse. Et nous, on va exploiter cette réaction naturelle que je citais tout à l'heure comme étant à l'origine de l'oxygène qu'on respire dans l'atmosphère. C'est cette réaction qu'on exploite pour valoriser en fait les voies métaboliques des microalgues qui sont extrêmement riches. Et donc la microalgue, c'est une cellule qui est capable d'utiliser l'énergie lumineuse pour se multiplier en consommant du CO2, des sels minéraux et en émettant de l'oxygène.
Donc ça, c'est la réaction de photosynthèse, et appliquée à un très très grand nombre d'espèces, va fournir des biomasses de qualité de manière très très différentielle. Alors après, on peut jouer sur les qualités de lumière, sur la nutrition minérale pour optimiser tout ça. Ça, c'est notre savoir-faire, je dirais, d'horticulteur. Mais pour autant, c'est des choses qui se font dans des conditions très très contrôlées, donc avec un système qu'on appelle un photobioréacteur qui est euh, en fait tubulaire, horizontal, donc c'est des grands tubes de verre dans lesquels se fait la circulation de la culture de microalgues et de l'environnement gazeux. Puisque dans la particularité de Microfit, on a mis au point un système d'écoulement de ces photobioréacteurs qu'on appelle diphasique, qui est l'association des mélanges de gaz avec la culture de microalgues et qui donne des propriétés particulières. On est capable de produire des microalgues qui sont peu accessibles, voire pas du tout accessibles par des systèmes traditionnels, parce qu'on réduit le stress mécanique, on favorise la réaction de photosynthèse, on optimise les échanges gazeux, et on augmente de manière significative la qualité de nos biomasses aussi, avec des teneurs en bioactifs, en principes actifs, qui sont beaucoup plus élevées que celles qui pourraient être obtenues par des systèmes plus traditionnels. Et donc ça, c'est vraiment l'avantage de notre techno, de notre procédé, qui a été au cœur finalement de Microfit depuis sa création. Et c'est cette techno Voilà. qui vous est propre et qui est brevetée? Ouais, c'est ça, on l'a développé en 2009, on l'a breveté. Elle a été challengée aussi par des concurrents, et du coup ça c'était plutôt, moi j'étais un peu inquiet de ça au début, mais finalement c'était plutôt vu par nos investisseurs comme un très bon signe que la techno était intéressante. Et en plus on a gagné les oppositions, etc. Donc pour le coup on est plutôt ressorti très très renforcé de ça. Et ce qu'on a fait aussi, et une deuxième spécificité de Microfit, c'est qu'il y a cette techno cœur qui est vraiment particulière et très originale, disruptive. La deuxième, c'est qu'on associe à ça la capacité à transformer la microalgue tout de suite derrière dans un atelier dédié d'extraction. Et ça, à ma connaissance, je pense qu'on est la seule société au monde capable de faire ça aujourd'hui, et d'être donc capable de travailler sur un grand nombre d'espèces, de pouvoir les transformer tout de suite derrière, et en plus sur deux marchés que sont la nutrition et la cosmétique, dans un niveau d'hygiène et d'environnement qui est vraiment important. Donc voilà, ça explique aussi tout ça. Pour boucler la question initiale, on a eu besoin de lever des fonds et de structurer notre usine et notre plateforme de production de manière Et importante. c'est ce que tu résumes, et je pense que c'est ce que tu entends derrière la phrase, Microfit se définit par une recherche avant-gardiste dans le domaine de la beauté et de la nutrition. On a vu ça dans votre communication. Donc c'est ça, ce côté avant-gardiste, rupturiste. C'est ce côté Ouais, très techno dans tout ce que vous faites, à la fois R&D et industrie. c'est ça, exactement. Et en fait, on aimerait que cette avant-garde-là soit déjà aujourd'hui utilisée, plus utilisée qu'elle ne l'est aujourd'hui. C'est vrai qu'elle est disponible maintenant. On est capable de fournir les volumes de manière importante. Et bon, voilà, des partenariats comme celui de L'Oréal et d'autres dans le domaine de la nutrition montrent que ce que l'on fait aujourd'hui est déjà largement utilisable. Donc on est avant-gardiste, mais on est aussi très dans le réel et dans le présent, parce qu'on sait que c'est aujourd'hui que se jouent les enjeux du changement climatique, se jouent les enjeux de la durabilité, que les consommateurs ont besoin d'ingrédients qui sont sur le côté de la prévention, du bien vieillir. Voilà, toutes ces thématiques-là sociétales sont des choses vraiment qu'on veut porter, et c'est maintenant qu'il faut agir, quoi. Donc on est là-dessus, quoi. Et alors justement, vous êtes dans le réel aussi parce que contrairement à beaucoup de startups biotech, vous faites du vrai chiffre d'affaires. Ouais, pas suffisamment Pas, encore, pas mais oui, assez, oui. j'imagine pas à la hauteur des investissements qui ont été faits, mais ça va venir. C'est quoi la répartition, enfin les grands chiffres et la répartition entre France et international? Parce que j'ai l'impression que c'est assez international, votre business. Oui, oui. Alors effectivement, alors nous aujourd'hui, on est au tout début de notre histoire commerciale, hein, puisqu'on fait de l'ordre de 1,5 million d'euros de chiffre d'affaires là sur 2023. Donc vous voyez, c'est tout petit par rapport encore à l'enjeu de la société. Mais en fait, c'est un peu logique puisqu'on vient de lancer nos premiers ingrédients propriétaires, donc il y a quelques mois. On attend des développements et on a dans le pipe commercial de nombreux projets, notamment sur les États-Unis. Aujourd'hui, on est à peu près moitié-moitié entre la nutrition et la cosmétique. Et on a, en nutrition, c'est 100% sur les États-Unis aujourd'hui, de fait, en raison du réglementaire. Et pour la cosmétique, c'est plus internationalisé, puisque
On vend évidemment en Europe. On a notre premier client en Europe qui est en Mmh. Espagne, Tu peux citer qui la prend pas marque? le temps. Oui, ça c'est la société qui s'appelle Ah oui, Isdin. Isdin, ouais, effectivement, qui est ISD. le Ouais, leader du solaire, ouais. Qui est un peu c'est présent en ça. Et France donc, aussi. qui commencent, ouais. Ils ont un peu de mal, mais ils y arrivent petit à petit. Mais ils sont super forts, évidemment, bon, sur l'Espagne, mais aussi en Amérique du Sud. Et là, ils viennent de lancer le produit dans lequel est présent notre ingrédient sur les États-Unis et la Chine aussi. Donc voilà, c'est en train de s'internationaliser via nos clients. Nous, on vend donc en Espagne, on vend en Europe, en France évidemment, mais aussi un peu plus à l'international, puisqu'on a nos premiers clients maintenant au Japon, en Corée et au Vietnam. D'accord. Ouais, donc Voilà. gros potentiel et de toute façon, vous êtes sur des business, tout ce qui est ingrédients B2B qui sont par essence, globaux. C'est ça, exactement, ouais, tout à fait. J'ai vu que dans vos valeurs, vous aviez, le respect de l'environnement, puis on voit avec les orientations, le fait que L'Oréal investisse pour, aller dans son programme, For the Future, la durabilité et cetera. C'est quoi un peu la stratégie et la politique RSE de l'entreprise? Toute la prise en compte de ces impacts, sur l'environnement, puis sur le reste, hein, sur la société? Elle est très forte, hein. C'est vrai qu'on le savait pas trop parce que c'était un peu notre façon de faire, mais on l'avait jamais vraiment formalisé jusqu'à présent, comme beaucoup de sociétés qui sont un peu peut-être pionnières dans ce domaine-là. On a eu plus de mal à formaliser que les autres qui avaient moins de choses dans ce genre d'activité. Mais c'est vrai que nous, la RSE, ça fait vraiment partie de notre ADN et on a tout construit autour de cette idée-là de faire des ingrédients naturels, produits de façon durable. Et ça veut dire plein de choses, la durabilité évidemment, puisque c'est d'abord la durabilité économique, environnementale, mais également sociale. Donc on est très attaché aux valeurs humaines chez Microfit et moi personnellement ça fait partie de mes fiertés d'avoir construit l'équipe maintenant à plus de 60 personnes depuis que je suis arrivé. Ça fait vraiment partie de ce qui me motive tous les jours. Mais au-delà de ça, concrètement, évidemment, l'angle environnemental est super fort. On a une technologie qui est la photosynthèse. Donc, intrinsèquement, elle est durable. Après, tout ce qu'on va mettre autour ne l'est pas forcément. Et donc, il faut être hyper vigilant justement à cette activité d'industrialisation. Comment on garde une durabilité de cette activité d'industrialisation? Et là, nous, on a des gros programmes de transformation là-dessus, à notre petite échelle, hein. On n'est pas évidemment une multinationale encore très, très étoffée, mais pour autant, pour donner des exemples concrets, on a fait le choix, nous, contrairement à certains de nos confrères, on n'utilise pas d'OGM, on n'a jamais utilisé un seul gramme de pesticides. Les microalgues sont peut-être la seule culture végétale à ne jamais utiliser de pesticides dans leur production, et même en bio. Même pour maintenir Euh, le milieu de culture, «propre» entre non, guillemets? non, on a évidemment des produits de nettoyage, de détergents et en interproduction, qui sont d'ailleurs des produits qu'on regarde et qu'on éventuellement on retraite et on peut travailler sur la durabilité aussi. Mais on n'a pas de pesticides, pas de GM, on a enlevé de tous les milieux de culture les produits qui étaient problématiques pour l'environnement. Il y a pas mal de sels minéraux qui peuvent être utilisés dans les milieux de culture de microalgues, que quand ils sont faits par le monde académique, généralement, les laboratoires académiques tiennent peu compte des conditions de ce type-là, quoi. Enfin, de ces considérations-là, de l'industrialisation, de qu'est-ce que ça peut faire après à large échelle sur les aspects du cancérigène, mutagène, reprotoxique. Il y a des sels qui sont utilisés dans certains milieux de culture académique et qui peuvent avoir des problèmes de cette nature-là. Donc ça, évidemment, on a retiré tout ça et mine de rien, ça prend beaucoup de temps parce que il faut trouver des alternatives et être capable de fournir des choses qui ont une qualité en termes biologiques aussi Mmh. intéressante. Donc ça, c'est voilà, un programme concret qui a fait qu'aujourd'hui on n'utilise plus un seul CMR dans nos milieux de culture. Et je pense que je connais pas ce que font tous mes confrères, mais je pense qu'on ne doit pas être très nombreux à faire ça. Après en termes d'impact, Euh, environnemental, il y a une critique qu'on adresse souvent sur, ce type de culture avec des photobioréacteurs, c'est la consommation d'énergie puisque ouais, ça fonctionne ouais. pas, uniquement ou pas du tout même à l'énergie solaire, c'est de la lumière artificielle. Donc comment Ouais. vous optimisez ces process-là? Ouais, alors nous on a les deux, hein, on a l'énergie naturelle, hein, le soleil, pardon, la lumière Ah aussi, naturelle. d'accord.
Oui, on a des serres en fait avec lumière naturelle et on a des bâtiments type plus industriel avec seulement de la lumière artificielle fournie par des LED. Donc nous aujourd'hui on a du photovoltaïque, donc on va autoconsommer à peu près de l'ordre de 15 à 20% de notre consommation énergétique créée sur le site de Microfit, et tout le reste de l'énergie est fourni par un contrat d'énergie renouvelable produit en France. Donc ça c'est un choix, ça coûte un peu plus cher. Et dans le contexte énergétique actuel, c'est un vrai choix. Donc, oui, c'est une critique. Après, pour autant, ce qu'il faut regarder, c'est l'analyse du cycle de vie Oui, le bilan global, parce complet, que oui. pour autant, le bilan complet, lorsqu'on fait l'utilisation de l'eau et de l'énergie, finalement, on est beaucoup plus intensif écologiquement que des productions plus traditionnelles qui vont voyager à travers le monde pour être produits avec des lieux de production qui sont en Afrique, en Tout à fait. Asie, des lieux d'extraction qui vont être en Asie éventuellement, rebasculés sur l'Europe, les États-Unis, etc. Donc Ouais, voilà. vous avez 2 Et les gros consommations avantages, c'est que vous maîtrisez toute la chaîne au même endroit, donc de la culture jusqu'à l'extraction, donc ça évite, effectivement les transports et puis comme tu le disais, votre, technologie, biologique de base étant la photosynthèse, en fait, vous avez une activité captatrice de carbone, si on peut dire. Ouais? ouais, ouais, c'est ça. Tout à fait, et comme des plantes en fait, hein. Donc là-dessus, c'est intéressant, sachant que l'activité photosynthétique des microalgues et le rendement photosynthétique des microalgues est de manière générale beaucoup plus fort que celui des plantes Ah en oui, champ. Et on a une meilleure utilisation du carbone. Mais pour autant, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est que les microalgues sont des biomasses extrêmement concentrées en principe actif, et que on est, contrairement à 1 kilo de carottes où il y a un peu de bêta-carotène dedans, évidemment, avec 1 kilo de microalgues, vous allez avoir bien plus de principes actifs que ce que vous pourriez avoir avec des plantes terrestres. Donc là, le volume dont vous avez besoin est beaucoup plus petit. Et donc aussi le fait d'avoir une activité qui est peu volumineuse réduit l'impact ouais, environnemental. complètement. Et donc tout ça, ça fait partie de notre plan et de notre stratégie. Et aujourd'hui, clairement, tout n'est pas parfait parce on n'est pas là en train de se dire que tout est gagné. Loin de là, on a plein de thématiques d'amélioration. Mais aujourd'hui, on recycle 100% de nos éthanols, on recycle de l'ordre de 30 à 40% de nos milieux de culture, on veut passer à 50-60%, 100% de l'énergie est renouvelable. Voilà, il y a pas mal d'enjeux pour nous autour de tout ça et on continue à travailler là-dessus. Et on sait que voilà, les programmes qu'on peut avoir avec L'Oréal ou d'autres partenaires vont aussi nous faire progresser. Ouais, très intéressant. On va faire juste un petit flashback parce que ça fait exactement 10 ans que tu as rejoint, en tant que late founder comme on dit Microfit. Donc Mm. j'imagine que c'est une aventure très riche où tu as appris beaucoup. Quels seraient les conseils que tu donnerais au Vincent Huzache de 2013, pour affronter cette décennie qui se présente à lui? Ah ouais, ça serait super, j'aimerais bien lui parler parce que déjà je lui dirais de faire un peu plus attention à lui, de se reposer plus parce que ça secoue pas mal. Mais c'est vraiment passionnant, c'est super. Je changerai vraiment rien. Après, le truc c'est qu'on a toujours tendance quand on est un jeune entrepreneur à en fait avoir les choses beaucoup plus rapides que ce qu'elles vont en être dans la réalité. Et en fait, il faut savoir un peu se donner du temps, même si on est évidemment pressurisé par les investisseurs, par notre propre envie d'aller vite, etc. Souvent, on se rend compte qu'avec le recul, que des fois, des choses, on aurait pu se donner un tout petit peu plus de temps pour en gagner finalement après. Et l'exemple là du dossier européen est un bon exemple. C'est-à-dire que maintenant on se dit avec le recul on aurait pu le faire différemment. Alors pour les raisons que je citais, c'était pas forcément possible, mais pour autant, je pense que là aujourd'hui on est dans cette phase là maintenant où on a un tout petit peu plus de recul. La société est bien financée, commence à avoir des succès commerciaux, et donc on a ce luxe-là de se dire euh, priorisons bien nos ressources sur les enjeux importants de Microfit, et en se donnant le temps vraiment de faire le travail qu'on veut faire de manière hyper carrée sur les sujets les plus importants, typiquement le réglementaire, les études cliniques, l'amélioration de la production, etc. Mmh. Donc ouais, je dirais d'être patient,
de vouloir, voilà, c'est bien, ce que tu as fait, c'est pas mal, mais on n'est pas encore là où on veut être, donc on va continuer. Encore 10 années de plus, Au au moins, moins. ouais, au moins. Et enfin, une dernière question que je voulais te poser, qui est celle que je pose à tous les invités du podcast. Tu connais peut-être la phrase: «Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait». Et est-ce Mmh. que toi, tu as fait quelque chose que tout le monde pensait impossible? Ouais, c'est une bonne, alors, moi, je dirais ça plutôt à mes fondateurs, plutôt à Arnaud, et souvent pour le charrier un peu, je lui dis ça, je lui dis, «Heureusement que tu étais assez fou pour lancer cette opération parce que sinon on serait pas là en train d'en parler», et ça l'énerve un peu. Mais c'est vrai parce que pour le coup, à l'époque, quand il a débarqué avec sa technologie, personne n'y croyait. Il a eu plein de refus. Tout le monde lui disait non, mais laisse tomber, ça marchera jamais. Il faut industrialiser. À l'époque, c'était clairement pas du tout la ligne du parti de vouloir investir dans des usines en France, hein. Là aujourd'hui, tout le monde veut faire ça, mais il y a 10 ans, c'était vraiment pas du tout Ouais, c'est l'approche, vrai. quoi. Donc lui, il a eu cette vision-là. Il a eu vraiment ça, en y croyant et en se disant, bah si, c'est possible, quoi. Donc et il a fait. Alors après, moi, j'ai aidé à réaliser le truc parce que je suis plus quelqu'un qui est un faiseur, quoi. Mais lui, il a vraiment initié le truc en se disant, ouais, peut-être que c'est impossible, mais on se C'était lance. la vision et Et la conviction. ouais, ouais, et il était vraiment persuadé de ça, et donc et bah c'est super, quoi. Franchement, c'est bien d'avoir des gens comme ça parce que bah ça permet derrière à d'autres personnes comme moi qui vont derrière peut-être prendre un relais, être un peu plus, voilà, être un peu plus dans la réalisation des choses. Et c'est important d'avoir ces types de profils. Moi, personnellement, je sais pas si je me serais lancé, d'ailleurs. C'est assez marrant parce que je pense que tout seul, moi, juste sur le volet de la techno, tout seul, peut-être que je me serais pas lancé. Alors que là, il y avait cet environnement qui était déjà là, il y avait Arnaud qui était déjà assez fou pour imaginer ça, et moi qui ai dit, bah allez, banco, quoi, allez, je te crois, et puis de toute façon, qu'est-ce qu'on a à perdre? Ça sera, même si ça marche pas, on se sera bien amusé, quoi. Donc voilà. Donc là, moi, je suis content de ce parcours. Après, comme je le disais tout à l'heure, on a vraiment maintenant, c'est pas parce qu'on lève de l'argent qu'on a du succès. C'est vraiment pas ça notre philosophie. Et d'ailleurs, voilà, on essaye de pas trop présenter ça comme étant une manière d'avoir du C'est pas une succès. fin en Vraiment, soi, nous, notre les levées de fonds, c'est un moyen. Ouais, c'est nécessaire, évidemment, c'est hyper important, et heureusement qu'on a pu faire ça, mais pour autant, le succès maintenant, ça va être d'arriver à être crédible vis-à-vis de nos clients, de nos produits. Donc je sais qu'on l'est parce que nos premiers retours sont super positifs. Maintenant, c'est question de répéter, d'industrialiser cette partie-là, et comme ça, on sera vraiment après capable d'avoir aussi notre autonomie plus financière et de pouvoir être vraiment indépendant sur nos choix à terme. Donc ça, c'est vraiment bien aussi de garder ce cap-là, hein. Je pense que pour l'équipe, c'est le message que j'essaie de leur faire passer, quoi. Ah bah, très bien, bah, très très bonne ouverture sur le futur de Microfit et encore beaucoup de choses à explorer dans cet univers des microalgues. Donc bonne chance et bonne continuation à toute l'équipe, dans cet univers passionnant, à la fois dans ses applications nutraceutiques et cosmétiques. Et puis on voit aussi qu'il y a un enjeu, enfin ça répond, effectivement à des enjeux à la fois de santé, mais aussi, de durabilité, de production, qui soit respectueuse de l'environnement. Donc c'est évidemment des filières d'avenir, très, très intéressantes, relocalisées en France qui plus est, avec une dimension industrielle que tu mettais Ouais, bien en avant. Bah, écoute, merci beaucoup Vincent, ça a été un plaisir de partager ce moment avec toi. merci Grégory. Est-ce que tu as un mot de la Avec fin pour plaisir. nos auditeurs ou quelque chose que tu aurais voulu aborder avant qu'on se quitte? Non, non, mais je pense que le mot de la fin, c'est soyez curieux, et je pense qu'effectivement, l'entrepreneuriat, pour tous les jeunes qui nous écoutent, moi, je ne saurais le recommander. C'est super parce que c'était pas du tout quelque chose auquel personnellement je me destinais. Et je pense que maintenant, je ne saurais pas faire différemment. Donc voilà, j'encourage, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui hésitent, bah Bon, bah, voilà, c'est lancez-vous, quoi. aussi une des vocations de ce podcast de donner l'envie, le goût à des gens qui nous écoutent, hein, des jeunes, des moins jeunes, des expérimentés, des pas expérimentés, de se lancer dans l'entrepreneuriat, dans la nutrition ou dans d'autres secteurs, si d'autres secteurs les intéressent. Bah, écoute, merci encore Vincent pour tout ce temps.
et pouvoir partager ton expérience avec nos auditeurs. Je rappelle d'ailleurs à tous les auditeurs et auditrices qui nous écoutent que tous les épisodes sont disponibles sur votre plateforme de streaming préférée. Donc, je vous invite à y jeter une oreille. Et si ça vous plaît et que vous avez envie de donner une note avec 5 étoiles, n'hésitez pas. Merci d'avance pour cela et pour partager un maximum ce podcast autour de vous. Je te dis à bientôt Vincent et au plaisir de se croiser dans les événements de la nutraceutique dans les prochaines semaines et prochains mois. Ça marche, merci Grégory, à bientôt. Très bonne journée, à bientôt.